À toi, Catherine. Merci beaucoup, Jean-Michel. Bienvenue à cette avant-dernière conférence, avant l'entrevue avec notre maître d'honneur aujourd'hui. Donc, le but de mon intervention, je vais essayer de le faire en 30 minutes pour essayer de rattraper notre retard pour que vous puissiez, comme on vous l'avait promis, en expérience client, c'est toujours les promesses, les attentes que vous avez. Donc, de s'assurer que vous puissiez quitter à l'heure qu'on avait indiqué. Donc, le sujet de la conférence, c'est de se dire, au-delà du UX, l'importance de l'expérience client pour réussir sa transformation numérique. Comme on l'a fait rapidement, je me présente. J'ai utilisé le format des personas pour créer ma biographie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce type de persona-là. Donc, c'est un persona simple. Je ne vous ai pas mis des citations de ce qui se passe dans ma tête parce que c'est peut-être pas ça que vous voulez savoir. Mais rapidement, comme on disait, j'ai créé ma petite boîte d'expérience client qui s'appelle CX4 Lab. Donc, c'est un laboratoire d'expérience client. Plusieurs choses qui me passionnent, l'expérience client, des parcours clients. J'ai travaillé pendant 5 ans en centre d'appel, donc c'est un de mes gros backgrounds. Puis beaucoup de passion dans tout ce que je fais. Donc, je suis chargée de cours à HEC, je fais beaucoup de conférences, j'ai étudié bac maîtrise en marketing, je suis certifiée CCXP, donc Certified Customer Experience Professional, qui est par CXPA Montréal, et j'ai co-créé la communauté CXPA Montréal. J'ai beaucoup de qualités, j'ai un grand défaut, je parle très vite, donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais le faire en 30 minutes, ça va bien se passer. Donc, je vous dis que je faisais de l'expérience client. Donc, ce qui arrive la majorité du temps, c'est que les gens me disent « Ah, tu fais du CX ». Donc, tu fais du UX. Donc, je vais te présenter à plein de monde qui font aussi la même chose que toi, donc du UX. Je rencontre beaucoup de gens par semaine qui me disent ça. Fait que moi, je me fâche parce que c'est pas ça que je fais. Puis j'essaie de leur expliquer qu'est-ce que je fais justement. Ils disent « Ouais, mais c'est ça, c'est du UX que tu fais. » Et non, c'est pas ça que je fais. Arrêtez de me dire que je fais du UX, c'est pas ça. Donc, en préparation de la conférence, je me suis dit, je vais poser la question aux gens. Donc, je l'ai faite, on ne voit pas bien ici, mais vous le voyez de ce côté, puis si vous êtes sur mon réseau LinkedIn, vous l'avez vu passer. Donc, je fais la conférence toute contente, puis je dis à tout le monde, je vous demande, c'est quoi la différence entre le CX et le UX? Donc, ma question. Et je suis arrivée avec 30 likes, 2 commentaires. Donc, les gens ont beaucoup aimé le fait que je faisais la conférence, mais personne n'était capable de me répondre à la question que j'avais posée. Et les 2 commentaires, pour vous dire, c'est de dire « Ah oui, l'expérience client, c'est important pour la transformation numérique, mais c'est aussi important pour la transformation organisationnelle. » Donc, « Ah oui, c'est vrai. » Puis l'autre personne, c'était « Ah, c'est où la conférence? » Donc, personne ne m'a vraiment répondu à c'était quoi la différence. Donc, je me pose toujours la question, puis le GIF continue à jouer, donc, parce que je n'avais pas de réponse à ma question, c'était quoi la différence? Donc, j'ai fait des recherches en ligne. C'est quoi le UX versus le CX? Puis là, j'ai trouvé un super article qui disait, dans le fond, UX, UI, le designer mouton à 8 pattes. Donc, ce que j'ai compris, c'est que même dans le UX, il y avait beaucoup de questions relativement à qu'est-ce que les gens faisaient pas. Puis de plus en plus, dans le fond, on donnait beaucoup de tâches à quelqu'un qui devenait presque quelqu'un qui faisait de tout. Donc, même l'expérience client, on se fait rentrer là-dedans. Donc, ça devient un mouton à 12 pattes. Donc, à la place, pourquoi achetez-vous pas 3 moutons? Donc, maintenant, pour vous, c'est quoi la différence entre le CX et le UX? C'est la question que je veux répondre. Là. Je suis là pour ça. Pas tous en même temps. C'est quoi la différence pour vous entre le CX et le UX? Oui, excuse-moi, je ne voyais pas à cause du... Oui, ça ressemble à ça. Je pense que quand je regarde les définitions, parce que j'ai cherché pour vous, l'expérience utilisateur, c'est l'ensemble des réponses, des perceptions d'une personne qui résulte de l'usage ou de l'anticipation de l'usage d'un produit, d'un service, d'un système. L'expérience utilisateur inclut toutes les émotions, convictions, préférences, perceptions, réactions physiques et psychologiques, comportements et réalisations de ce dernier qui interviennent avant, pendant et après l'utilisation. Donc oui, en effet, il y a le terme de utilisation d'un produit, d'un système, d'une interface web ou quoi que ce soit. Ce que j'ai compris, c'est que l'expérience utilisateur allait au-delà du digital, au-delà du site web. Donc, on peut avoir des gens en UX qui vont designer des points de service, comment on rentre dans le bureau. Même chose au niveau de l'utilisation d'un produit. Donc, c'est ce que j'ai compris là-dessus.
Si on y va, l'expérience client, c'est le ressenti du consommateur dans toutes ses interactions avec l'entreprise. Donc, un peu plus, ce que j'ai compris, c'est ça. Le UX, c'est lors d'une interaction avec un système, un site web dans ce cas-là. Tandis que l'expérience client, c'est plus global. Puis, ben, j'ai mis le sac, hein, c'est pas un sac. Est-ce que vous avez une question? Mais moi, j'aurais pensé que le design de service, c'était peut-être plus du UX. Parce que c'est comment on prépare notre service en tant que tel. Le dernier, c'est le service à la clientèle. Je revenais dans une seconde. Le service à la clientèle, dans le fond, ça vise à offrir un service au client. C'est une interaction entre une personne. Donc, non. Actuellement, il y a un enjeu, je pense, chez vous au niveau de le UX, en fond. Les gens, de plus en plus, on utilise le terme pour toutes les sauces. En expérience client, maintenant, on cherche des agents d'expérience client, donc des gens qui travaillent dans des centres d'appel, qui font du service à la clientèle. Donc, même pour nous, c'est difficile de nous trouver une place dans tout ça. Donc, si on y va peut-être dans la compréhension que j'ai eue, puis c'est peut-être là qu'on va arriver dans le design du service, bien, je me suis dit, mettons que je décide de partir en voyage en Italie. Bien, moi, dans le fond, la façon dont je vais le voir, on va le voir, c'est que dans le fond, je pars en voyage en Italie. Wouhou! Je cherche des billets sur le site Internet de mon fournisseur préféré. Donc là, je vais commencer à avoir une expérience utilisateur. Donc, je vais aller sur le site. Est-ce que ça va être simple? Est-ce que ça va être facile? Je vais acheter mon billet sur le site. Je vais me questionner sur les poids des bagages que je cherche sur le site. Donc là, peut-être que je vais appeler le service à la clientèle pour avoir une réponse à ma question. Donc, je vais avoir du service à la clientèle. Eux, les employés, vont interagir avec des systèmes. Je vais arriver au comptoir d'enregistrement, enregistrer mes bagages. Donc, je vais avoir peut-être une expérience utilisateur avec un système là-bas. Et peut-être que je vais parler avec des gens. Donc, je vais avoir une expérience service à la clientèle. Je vais attendre l'appel pour le départ. Je vais embarquer dans l'avion. Encore une fois, je vais avoir une interaction avec quelqu'un au point de service. Je vais m'asseoir dans mon siège pour le vol. On décolle. Donc là, je vais avoir une expérience avec l'utilisation du produit. Je reçois mon repas, mes collations. Mium, mium, c'était bien bon. Donc, encore une fois, j'ai une interaction avec du service à la clientèle. J'arrive à destination. Bienvenue à la Italia. Je ne parle pas vraiment italien. Est-ce quelqu'un qui parle italien? Peut-être que ce n'est pas la bonne chose que je dis. Mais en tout cas, bienvenue en Italie. J'attends mes bagages. Oups, plus de bagages. Donc, encore une fois, du service à la clientèle parce que je vais aller viser le service des bagages perdus. Je vais faire une réclamation en ligne, donc une expérience utilisateur encore là, et je reçois finalement mes bagages. Viva Italia. Et dans le fond, là, ce qu'on va dire, bien, l'expérience client, ça va être l'ensemble de cette expérience-là, du moment où je pense que je veux aller en voyage jusqu'au moment où j'arrive et mon expérience est positive ou négative. Donc, c'est ce que je comprenais. Donc, quand on design le service, dans le fond, ça va être peut-être dans les niveaux, comment l'expérience utilisateur va se faire en tant que telle. Dans l'expérience client, ce qu'on va se poser comme question, c'est ça. L'objectif de l'expérience client, c'est de livrer la promesse de la marque à tous les points de contact de l'entreprise. Donc, il y a une promesse de marque et le client a des attentes. Bien, l'expérience client, c'est quand on va arriver dans le milieu puis on va dire, voici ce qu'on veut livrer puis comment on va faire livrer. Donc, quand on pense en expérience client, ce qu'on va se dire, bien, c'est quoi la promesse de la marque? Donc, qu'est-ce que la marque véhicule en tant que telle? Qu'est-ce qu'elle veut faire vivre à chacun de ses points de contact? Quand j'arrive au service quand j'arrive dans le fond devant le comptoir, est-ce qu'on veut que ça soit simple? Est-ce qu'on veut que ça soit convivial? Bien, c'est l'expérience qu'on veut faire vivre. Bien, nous, ce qu'on va s'assurer en expérience client, c'est de dire, bien, si j'ai une interface web, est-ce que c'est les mêmes sentiments que je vais faire vivre parce que c'est ma promesse de marque? Donc, c'est là. Donc, la marque fait des promesses, puis l'expérience client s'assure qu'on les tient. On en a parlé ce matin. En expérience client, il y a 4 types de perspectives qu'on peut avoir. Donc, au sein de l'entreprise, il va y avoir l'expérience qu'on veut livrer et l'expérience qu'on va livrer. Donc, à l'intérieur de ça, il y a des écarts. Donc, c'est là où on va mesurer puis on va essayer de réduire ces écarts. Et pour le client, bien, il va avoir ses attentes qui vont lui créer l'expérience qu'il veut avoir et il va avoir l'expérience qui est réellement vécue. Donc, on joue à travers ces 4 perceptions-là tout le temps là, dans l'organisation. Je vais vite, hein, je m'excuse, j'essaie de vraiment avancer mon temps, mais je veux vous expliquer les concepts là, liés à ça, puis après ça, on va pouvoir parler de la guerre entre le UX et le CX. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Adopter la mentalité de l'expérience client, c'est basé sur une vision outside-in plutôt que inside-out. Donc, quand une organisation adopte une vision inside-out, l'entreprise va se concentrer sur ses processus puis va les pousser à ses clients. Donc, on va réfléchir comment est-ce qu'on pourrait améliorer notre service. On va être dans un meeting de haute direction. Là, on va dire, OK, on va penser à ça. Donc, on se dit, nos clients vont vouloir ça. Puis là, on va leur dire, bien, voici la nouvelle façon de vous offrir le service. Quand l'entreprise passe en mode outside-in, elle va se demander, elle va développer une compréhension
claire de l'expérience souhaitée par ses clients, puis l'expérience qu'elle souhaite faire vivre. Donc, dans cette mentalité-là, ça ne va pas juste être les employés de première ligne qui vont être alignés vers ça, ça va être tout le monde. Ça va être le back-office, ça va être les employés qui font le shipping, ça va être tout le monde qui vont être alignés vers la promesse de livraison. Puis à ce moment-là, quand on fait du outside-in, on en a parlé ce matin, on découvre en tant que tel qu'on ne les connaît pas vraiment, nos clients, parce qu'ils changent, leurs attentes vont évoluer, puis ça va vraiment bouger. Donc, c'est un excellent livre que je vous réfère. C'est pas une Bible en expérience client, mais on est beaucoup dans cette mentalité-là de dire, au final, le seul juge de la vraie qualité, puis la seule personne qu'on veut satisfaire, c'est notre client. Donc, tous nos processus sont adaptés de l'externe, donc de ce que notre client nous dit, puis on l'adapte. Mais là, je me rends compte, dans le fond, depuis ce matin, puis je l'avais lu, le UX, vous êtes dans la même philosophie. Vous vous demandez qu'est-ce que mon utilisateur veut, comment est-ce que je peux mieux le servir. Donc, on est encore un peu dans la même chose. Donc là, je me suis dit, on va creuser un peu plus qu'est-ce qu'on fait en expérience client. Donc, en expérience client, on fait des parcours clients. Donc, ça regroupe toutes les différentes interactions entre un client puis une entreprise, depuis le moment où le besoin apparaît jusqu'à la décision de recommander ou de fuir. Donc, je vous l'ai montré tantôt avec le voyage en Italie. On va vraiment regarder toutes les différentes interactions. On va utiliser le je dépose mes bagages. On va identifier les différentes émotions que le client va vivre à travers ces interactions. Est-ce que c'est des émotions qui sont positives? Est-ce que c'est des émotions qui sont négatives? On va faire différents types de cartographie. Il n'y a pas juste un modèle qui va se fonctionner. Puis là, on va déceler des moments tangibles d'expérience, puis des principes techniques et comportementaux. Donc, par exemple, quand je vous ai montré tantôt les différentes étapes, bien, à ce moment-là, on va voir des moments où il va y avoir une interaction avec le client, donc un peu plus le volet service à la clientèle. Et on va se dire, il y a deux types de moments. Il y a un moment tangible d'expérience à ce moment-là, donc il y a un contact soit avec un outil, soit avec un humain. Mais qu'est-ce qu'on veut faire vivre à ce moment-là? Puis on va développer des principes techniques, c'est-à-dire que c'est des principes techniques, c'est-à-dire c'est les processus. Comment est-ce qu'on veut que le service soit livré? Puis les principes comportementaux, bien, on va dire comment est-ce qu'on veut que l'employé agisse à ce moment-là. Donc, par exemple, quand je vais arriver et je vais avoir perdu mes bagages, bien, est-ce que je veux que mon employé, dans le fond, soit hyper empathique avec le client, là, lui explique que ça va être simple, puis se mettre à pleurer avec lui, puis dire on va retrouver vos bagages ou quoi que ce soit. C'est ça qu'on va pousser à nos clients. Donc, c'est vraiment là où on va décliner la stratégie de l'expérience client en service à la clientèle, puis en différents processus là, qu'on veut faire. Donc, je commence à voir ici un lien avec le UX de comment on peut le faire, parce que dans le fond, nous, on va recommander de voir quel type d'expérience qu'on veut que le client vive avec les différentes interfaces. Donc, cartographier le parcours en soi, des fois, les gens viennent nous voir, nos clients viennent nous voir, me disent « on veut cartographier un parcours client ». Puis là, on leur demande « OK, pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? » « Ah, on a vu ça, c'est vraiment cool. On a vu ça dans une conférence, puis on veut cartographier nos parcours clients. » Donc, ils vont amener toute la haute direction dans un meeting. Ils vont dire « OK, on fait notre cartographie de parcours client. » Comme je disais tantôt, on se rend compte qu'on ne connaît pas vraiment nos clients. Quand on cartographie un parcours client, ce qu'on veut comprendre, c'est on veut voir c'est quoi le problème, s'il y a un problème avec une organisation. Par exemple, j'ai un de mes clients avec qui on cartographie actuellement les parcours clients, c'est qu'ils ne comprennent pas leurs nouveaux clients. C'est comme ils ne voient pas le processus que passe le nouveau client dans l'entreprise. Donc là, on va se mettre en empathie avec notre client, puis on va marcher comme si on était un nouveau client, puis on va passer toutes les différentes étapes. Après ça, on peut vouloir voir des problèmes. On a une difficulté avec la rétention de nos clients, mais on va voir tout le parcours qu'il va faire dans l'organisation pour être capable de se dire le moment de vérité où on perd nos clients, c'est à ce moment-là qu'on va travailler là-dessus. Ça nous permet vraiment de se mettre en face client. Puis, dans le fond, quand on fait des parcours clients, on n'y va pas juste avec des processus. On va chercher de l'ethnographie. On va aller voir sur le terrain ce que les clients font. On va aller voir, dans le fond, les différents sondages. On va sortir des extraits de ce qui a été dit pour vraiment se mettre en empathie avec notre client. Donc, on va vouloir, avec le parcours client, ça va nous permettre de tout le monde construire une vision commune de ce que l'expérience est vécue par le client, puis développer une approche qui est empathique avec celui-ci pour se doter d'une vision macro de qu'est-ce qu'on veut faire vivre comme expérience, puis le transférer en meilleure décision là, au niveau micro. Donc, d'être capable d'aller voir ces différents moments-là que notre client va vivre à l'intérieur de l'organisation. Fait qu'encore là, je pense qu'au niveau de l'utilisateur, vous faites aussi des parcours clients. Donc, encore une fois, on fait pas mal la même chose. Hein? Puis, quand on regarde les types de cartographie, bien, je suis pas mal sûre que vous avez déjà fait des post-it au mur pour aller voir quelle expérience vous vouliez faire. Donc, au final, bien, on fait pas mal toute la même chose. Fait que là, je me suis dit, ce matin, Laure Gabrielle a expliqué qu'elle avait des problèmes avec ses tickets. Donc, je me suis dit, on va faire le parcours client de Laure Gabrielle quand elle a un ticket. Donc, je me stationne ma voiture. C'est très, très simple. Hein? Je l'ai fait très simpliste pour nous
Tu viens voir pour... Donc, je garde ma voiture, je stationne ma voiture, je garde les panneaux. C'est très complexe. Je pense que je suis OK. Dans le fond, l'émotion a un peu de confusion. Puis là, je me dis, ouf, j'espère que je n'aurai pas un ticket. Puis vite, je vais être en retard dans mon rendez-vous. Je reviens à ma voiture. Oh non, j'ai une contravention. Un petit peu déçue. Je savais, ils font ça complexe juste pour qu'on ait des tickets. Bon, une rencontre d'une heure qui va me coûter 52$. Je ne sais pas si à Québec, c'est 52$, mais à Montréal, c'est à peu près ça, je pense. Bon, je vais payer ma contravention en ligne. Le site web est très facile à naviguer. C'est facile de payer. C'est toujours simple quand on veut mon argent. Donc ça, c'est l'expérience que Laure Gabriel va vivre très simplement dans l'organisation. Puis là, dans le fond, la ville se dit, bien, notre objectif dans les restrictions de stationnement, c'est pour éviter les délais lors du nettoyage. On ne veut pas vraiment ennuyer les citoyens. Là, on ne veut pas leur faire de l'argent sur leur dos. Parce que dans ce parcours-là, simple, bien, on se dit, dans le fond, c'est quoi l'impact? Bien, on a des citoyens qui sont frustrés. On a des employés qui sont fatigués parce qu'ils se font crier après tout le temps. Quand ils arrivent avec la contravention, la personne est comme non, ils se battent en tant que tel. Les employés, il y a une expérience employée qui est importante ici, que l'employé est frustré. Les coffres de la ville sont pleins. Wouhou! Mais il y a plein de délais opérationnels qui coûtent de l'argent. Bouh! Fait que là, on se plaint. Fait que là, je me demanderais dans ce parcours-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer l'expérience de Laure Gabriel quand elle va stationner sa voiture? Là, vous avez dit les panneaux, il fallait que vous disiez un chatbot. Un chatbot, tu peux chatter la ville, demander, tu sais, ici, localisation, est-ce que ça fonctionne ou pas? Ouais? Tu sais, souvent, on va se mettre en mode problème ou quoi que ce soit, puis on va essayer de trouver les meilleures solutions pour régler le problème. Puis on se rend compte que tout simplement, ce qu'on veut faire vivre comme moment, c'est qu'on souhaite que ce soit simple puis rapide à lire. Parce que, Laure Gabriel, on l'a vu dans ses pensées, elle se dit vite, je vais être en retard à mon rendez-vous. Elle n'a pas nécessairement le temps de prendre son téléphone, regarder ou quoi que ce soit. Ce qu'on peut faire, c'est de se dire, on va créer une pancarte de stationnement qui est plus simple à lire. Donc souvent, tu sais, on voit des modifications qui peuvent être simples, qui vont permettre à notre client de mieux vivre son expérience. On aurait pu vouloir investir des milliers de dollars pour essayer d'aller comprendre, comme mettre des messages publicitaires pour expliquer la ville ne veut pas votre argent, on veut simplement que vous compreniez mieux tout ça. Mais quand on revient à l'utilisateur, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire pour lui simplifier la vie. Puis on fait des moments tangibles d'expérience qui nous permettent de mieux servir ce client-là. Donc, une lutte à finir entre le CX et UX. Parce que quand j'ai cherché CX versus UX pour voir la différence entre les deux, j'ai juste trouvé des gants de boxe. Il y avait juste ça. C'est juste tout le temps la différence entre les deux. Donc, je me suis dit, une lutte à finir. Si on fait un bon UX, c'est-à-dire vous êtes une entreprise d'avion, donc vous n'êtes pas United Airlines, parce que j'avais mis cette image-là et j'avais mis le site web de United Airlines comme quoi l'application mobile semblait simple. J'ai lu un article de Laure Gabriel avec 120 recommandations d'amélioration de l'interface d'application mobile. Je me suis dit, je vais prendre une compagnie au hasard. Là, donc, c'est un site qui recherche. Donc, vous avez créé la meilleure application mobile pour trouver des billets. Okay? Donc, le UX est parfait. C'est comme un prix d'or dans tous les concours. Mais par exemple, quand les gens arrivent à la je m'excuse, on ne le voit pas bien, là, mais quand les gens arrivent à la gate pour s'enregistrer, on demande au client, est-ce que vous vouliez payer un extra pour ne pas être battu pendant votre vol? Quand on regarde les employés à l'extérieur, ils ont l'air de plutôt s'amuser à lancer nos bagages à gauche et à droite. Finalement, on n'a pas vraiment beaucoup de place dans notre place pour s'asseoir, donc c'est pas très confortable. Puis, ils ont perdu nos bagages parce qu'ils ont lancé puis ils étaient peut-être sortis. Donc, ce qu'on va voir, c'est un exemple parfait du meilleur UX qui a été fait, mais mal aligné avec l'ensemble des autres pratiques expérience client. Donc, au final, le client va se dire, même si l'application était parfaite, j'ai pas eu une belle expérience, la prochaine fois, je vais aller avec un autre fournisseur. On va faire l'exemple contraire parce qu'on n'est pas parfait non plus. Vous décidez de vous lancer à votre compte puis vous achetez une application pour faire de la facturation qui a été vantée par toutes les campagnes marketing comme la meilleure. Il y avait des blogs commandités dans le SEO, là, en tout cas. C'est le meilleur. Là. Robbie vous l'a conseillé en disant que c'est la meilleure application. Donc, vous avez décidé de l'acheter puis vous vous rendez compte, hey, ça marche pas. C'est quoi cette affaire-là? Le design n'est pas bien fait. Mais là, quand vous appelez au service à la clientèle, vous trouvez facilement le numéro de téléphone. Vous dites, mon Dieu. Donc, vous appelez au service à la clientèle. L'employé est super gentil. Elle vous rembourse rapidement, puis elle vous renvoie un message après ça pour dire on a pris votre feedback en considération, puis on a décidé de l'appliquer sur une amélioration. Donc, vous aviez une bonne expérience client, mais il y avait un mauvais UX au final. Mais la réalité, c'est que vous n'allez pas vous dire il était tellement fin, je vais racheter leur produit. Non, vous n'allez pas le faire.
Donc, au final, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on ne peut pas nécessairement avoir un bon UX et une mauvaise expérience client. Il faut avoir un peu des deux. Quand on parlait dans la présentation, on disait le défi de la transformation digitale, l'importance de l'expérience client à l'intérieur de ça. Bien, c'est qu'on l'a dit durant la journée, les entreprises font face à des nombreux défis liés à la transformation digitale. Puis on les vit, nous aussi, là, quand on n'arrive pas avec notre valise numérique à dire, nous, on va venir faire des nouvelles applications et tout ça. Quand on arrive comme des consultants d'expérience client un peu plus traditionnels, mais on se rend compte que les entreprises ils ont des réticences au changement, puis il y a un manque de questionnement des modèles traditionnels. On l'a dit ce matin, les gens font de l'argent, alors pourquoi changer? Donc, on ne pense pas au futur, on ne se dit pas qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines années, donc on est un peu plus dans nos méthodes actuelles. Il y a un manque de vision de l'expérience globale qui va être offerte à nos clients. Donc, on se concentre souvent en silo. Ah, on va faire du numérique, donc on va travailler juste sur notre silo, mais on ne regarde pas qu'est-ce qui se passe en tant que tel. Puis ça, on se rend compte que le manque de vision globale est autant au niveau digital qu'au niveau des canaux plus traditionnels. Il y a une utilisation inefficace des données clients, s'ils ne sont pas déjà noyés dans toutes ces données-là. Donc, les entreprises accumulent tellement de données, ils se disent on va faire quelque chose de numérique avec ça, mais on a de la difficulté des fois à tout voir ça. Il y a des processus qui vont manquer de flexibilité puis laisser peu de place à l'innovation. Donc, soit des réglementations qui sont très difficiles dans le domaine gouvernemental. S'il y a des gens dans le domaine gouvernemental aujourd'hui, des fois, c'est un petit peu plus difficile, les façons de faire qui sont là depuis longtemps. C'est difficile de vouloir dire on va changer, on va écouter nos clients, puis maintenant, on va faire comme ils veulent. C'est pas toujours évident. Des projets prévus à long terme qui manquent de flexibilité. Donc, on lance un projet numérique pour dans 4 ans. Puis finalement, dans 4 ans, bien, tout a évolué. Donc, on est rendu déjà en retard dans ce qui est fait. Donc, d'être pas assez agile pour pouvoir tomber sur le bateau, sur le train en marche quand il va y arriver en 2018. On est trop en retard là, dans ce nouveau projet-là qu'on a fait. Puis, il y a aussi la volonté d'être digital à tout prix. Donc, la transformation numérique, on l'a dit, les gens veulent embarquer, veulent sauter, se disent « il faut que je le fasse, donc je vais le faire à tout prix ». Puis, il y en a beaucoup d'autres, là, des raisons pourquoi ils ont de la difficulté. Ce que nous, on voit, dans le fond, en expérience client, c'est que souvent, les gens vont nous dire, vont se lancer dans du UX ou quoi que ce soit, puis vont se dire, bien, le UX, de tout ce qui est la transformation digitale, bien, ils vont dire on veut des nouveaux canaux digitaux parce que c'est ça que les clients nous demandent. Donc, c'est la potion magique à tous nos problèmes. On va mettre un nouveau site web, on va mettre un chatbot, puis tout va bien aller. Mais la réalité, c'est que quand on arrive, puis les clients utilisent maintenant 3 à 5 fois plus de canaux numériques que même l'année passée. Donc, à chaque année, il y a de plus en plus. Ça devient une tempête et c'est pas toujours très bien aligné. Donc, si par exemple, vous avez déjà vécu l'expérience, vous aviez un super site web, mais quand on appelle au service à la clientèle, les investissements n'ont peut-être pas suivi. Donc, nous, comme quand on va aller en expérience, on va reculer puis on va se dire quelle est l'expérience à travers tous les canaux? Est-ce que c'est égal et est-ce que c'est équitable? Et ça bouge en plus. Donc, en réalité, aujourd'hui, dans le fond, l'objectif, c'était aussi de vous parler un peu plus des canaux traditionnels parce que quand on va dans le numérique, dans l'UX, on est dans l'innovation, on essaie d'amener de nouvelles façons de faire digitales. Les clients en demandent, les clients en veulent. Mais oui, l'utilisation des canaux traditionnels est en baisse. Mais il faut se rappeler que 75% des clients, là, j'ai pris plein de statistiques partout, mais c'est juste pour vous faire réfléchir. 75% des clients considèrent que c'est important, voire critique, d'avoir un employé qui est là rapidement pour répondre à leurs questions. Donc, souvent, ils vont être en ligne. Vous allez avoir la meilleure base d'informations qui leur permettent d'avoir les réponses à toutes leurs questions. Mais ils ont des fois des petites questions additionnelles. Il faut avoir un employé au bout de la ligne qui va pouvoir leur répondre. 92 se renseignent sur Internet avant d'acheter en magasin, puis 70 se rendent en magasin avant d'acheter en ligne. Donc, souvent, de plus en plus, même si on veut aller de plus en plus sur les canaux digitaux, avoir un site web, les gens ont encore besoin de magasiner. Surtout au Québec, je pense qu'on est un petit peu en retard comparativement à peut-être d'autres pays. Donc, c'est important d'avoir quand même ces canaux-là. 89% des clients sont frustrés de devoir répéter leurs problèmes à plusieurs employés sur plusieurs canaux. Donc, vont en magasin, vont chercher en ligne, c'est pas toujours bien aligné. Donc, ça crée de la frustration chez notre client. 87% des clients pensent que les entreprises devraient investir davantage pour offrir une expérience consistante à travers les canaux. Donc, comme je vous disais, je m'excuse, j'ai de la misère avec mon fil. Donc, comme je vous disais, souvent, on va investir beaucoup dans un canal, on va oublier les autres. Donc, on va créer des silos de service à la clientèle où des silos vont être très, très avancés alors que d'autres sont un peu plus en retard. Mais votre client ne navigue pas en silo dans l'organisation, il navigue de manière transversale. Donc, il parle à tous vos canaux.
55% des entreprises n'ont pas de stratégie liée à du service à travers les canaux. Donc, comme je disais, on se concentre sur un canal au lieu de le voir de manière transversale. 40% demandent un service à la clientèle plus humain. Donc, on parle des chatbots, on parle des nouvelles façons, mais au fond, les gens veulent aussi que les gens soient meilleurs. Et je pense que c'est la dernière statistique. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est super encourageant parce que d'ici 2020, on dit que 85% des interactions avec les clients vont se faire sans avoir avec un contact qui est humain. Donc, pour vous, c'est la manne, hein, ça arrive et tout ça. Vous allez de plus en plus demander de créer des interfaces qui sont parfaites pour pouvoir répondre aux besoins. Mais ce que ça l'amène pour les canaux plus traditionnels, ça veut dire que les employés qui vont travailler dans les services à la clientèle, qui sont nécessairement pas les emplois les plus valorisés actuellement, vont avoir des questions qui vont être de plus en plus complexes parce qu'on va avoir créé les meilleurs systèmes pour répondre, les meilleures bases de données. Il y a du contenu partout. Mais quand ça va arriver à l'humain dans l'organisation, ça va être de plus en plus difficile de répondre à ces questions-là. Donc, oui, des canaux digitaux, mais ces canaux-là doivent être alignés entre eux, donc avoir une cohérence au niveau des technologies. Donc, on parlait beaucoup d'expérience employée plus tôt. Si, par exemple, vous dites que vous êtes la meilleure organisation, vous avez des super applications pour les clients, mais l'employé à l'interne, je parlais de ça ce midi, là, a des vieux AS400, il y a 19 écrans devant lui pour le faire, mais ce n'est pas aligné aussi à l'expérience client. Ça ne permet pas d'offrir un meilleur service. Au niveau humain, donc s'assurer que tous ces employés à l'interne comprennent cette vision de l'expérience client, puis pourquoi c'est important d'offrir une bonne expérience, que ce soit les gens qui créent du design pour les sites web ou que ce soit les employés au service à la clientèle ou même la haute direction, que tout le monde soit aligné entre eux. Puis au niveau des opérations, donc que ce soit simple. Si je vais en ligne, souvent ça va arriver. Si je vais sur le chat, ça peut me prendre 30 secondes de me faire répondre, mais si j'appelle au service à la clientèle, c'est 25 minutes. Ça crée de l'incohérence, puis ça crée du trafic dans des canaux qui ne sont pas toujours adéquats. On veut créer des expériences qui sont basées sur les besoins et sur les attentes de notre client. Donc, on se dit, on veut créer un nouveau canal numérique. Est-ce que le client veut vraiment ça? Est-ce que c'est ça qui va répondre à son besoin? Donc, toujours dans une vision outside-in. J'ai fait un exercice la semaine passée avec les affaires. Puis, on avait un problème avec une vieille entreprise qui était en retard technologiquement ou quoi que ce soit. Puis, la première affaire, puis c'est drôle parce qu'on n'arrête pas de parler de chatbot depuis ce matin. La première chose que les gens disaient, c'était on va leur faire un site numérique, ils vont pouvoir commander en ligne, on va leur faire des chatbots ou quoi que ce soit. Puis là, on a fait attendez, votre persona, c'est quoi? Puis ils disaient notre persona, c'est un entrepreneur qui travaille dans la construction, sur les chantiers. Puis on leur disait est-ce que votre client a l'ordinateur devant lui tout le temps ou il est sur un cellulaire ou il veut peut-être parler au téléphone? Il faut toujours se rappeler qui est notre persona, qui est le client derrière ça. Puis, des employés qui sont impliqués dans la transformation. Donc, on en a parlé ce matin au niveau des ateliers de co-création. Donc, plus on implique nos clients dans les projets, mieux mieux nos projets sont parce que c'est eux les vrais gens, c'est eux qui vivent la vraie expérience. Donc, souvent, on va penser à notre expérience client en haute direction, on va le faire stratégique, mais nous, on travaille toujours des ateliers de co-création avec des vraies personnes, des vrais employés sur le terrain. On dit toujours des vrais employés, c'est pas péjoratif, c'est juste qu'on veut des gens de terrain qui livrent l'expérience au quotidien, qui sont une source inépuisable d'informations sur vos clients. Quand on dit on veut faire de la recherche marketing rapidement puis on n'a pas beaucoup de sous ou quoi que ce soit, bien, on va prendre nos employés, on crée des murs de feedback pour qu'ils nous donnent rapidement les rétroactions de la clientèle. Donc, je vous ai dit que je ferais ça rapidement, donc j'ai essayé de condenser le tout. Puis l'objectif, c'était juste de vous sensibiliser au fait que, dans le fond, on n'est peut-être pas si différent que ça, mais notre objectif est le même. Donc, si vous travaillez sur le UX d'un produit ou d'un service, vous reprenez de la hauteur sur l'expérience globale vécue de votre client. Rappelez-vous que, dans le fond, votre client vit de manière transversale l'organisation plus que sur le site web que vous avez développé ou l'application que vous avez développée. Puis si vous travaillez en CX, parce que je ne vous ai pas demandé s'il y en avait qui étaient plus en CX, parce que par souci de temps, mais sachez vous appuyer des professionnels UX pour travailler de façon holistique, empathique et innovante, à créer des produits et des services opérationnels qui vont différencier là, pour le client ou l'utilisateur. Donc, c'est important là, de travailler ensemble. Donc, j'ai fini avec ma petite finale en disant, il faut éviter de créer des silos entre le UX et le CX, parce que souvent, on va faire ça. C'est une journée internationale du UX. Donc, j'étais invitée aujourd'hui pour amener un petit peu plus, faire un petit
petit interlude là, pour éviter de créer des silos parce qu'on travaille ensemble plus qu'on le fait. Donc, l'expérience client et l'expérience utilisateur sont des concepts qui ont un objectif commun. C'est de créer des expériences extraordinaires pour nos clients, que ce soit à travers des canaux ou un produit ou que ce soit à travers son expérience client globale. Donc, alors, soyons amis. Donc, comme j'ai toujours pas eu de réponse à ma question, c'était quoi la différence entre le CX et l'UX, c'est quoi les zones qu'il y a actuellement? Bien là, j'ai comme... on a pensé à ça, là, puis on s'est dit, on va faire un hashtag GUX, c'est ça pour aujourd'hui, 2017. Puis, si vous ajoutez hashtag CX versus UX, puis vous avez des questions en vous disant, est-ce que c'est du CX, est-ce que c'est du UX? Envoyez-le nous parce que mon collègue Pierre Daems, qui est français, qui vient à Montréal en janvier pour une conférence un peu sur le même sujet, mais on s'est dit on veut avoir des réponses. Là. Je ne veux pas juste avoir des likes à ma question. Là. On veut avoir c'est quoi les zones d'ombre puis comment on peut mieux clarifier pour être capable de mieux travailler ensemble. Donc, j'ai réussi à le faire en quelques minutes, simplement pour vous introduire. Puis, j'espère que je n'ai pas parlé trop vite. Puis, la présentation va être là. Puis, ça va me faire plaisir de parler avec vous.